Bonjour, bonjour, hello, good morning. I will speak in French today. Just want to say a few words in English. I won't present any results today, any interpretation, but I will just want to exchange with you about the potential and the limits of rare maps, ancient maps, to assess the territory of the natives and their history. Donc, mon intervention aujourd'hui n'a pas pour objectif de présenter des résultats de recherche, mais plutôt d'échanger avec vous sur le potentiel et les limites des cartes anciennes pour évaluer l'occupation et la fréquentation du territoire par les populations autochtones. Alors, j'aimerais rappeler d'abord brièvement quelques notions sur l'usage qu'on faisait alors des cartes qu'on trouve aujourd'hui dans les fonds d'archives coloniaux, avant de vous présenter une base de données que je souhaite rendre bientôt accessible à tous. Alors, dans les fonds d'archives coloniaux, il y a une variété de cartes qui diffèrent par leur style, la nature de leur contenu, l'échelle, le degré de finition et leur fonction. Il faut évidemment en tenir compte lorsqu'on fait un usage de ces sources cartographiques. Roland a parlé de l'importance de la critique des sources, évidemment, et ça s'applique aux sources cartographiques. Certaines cartes ont été faites par des hydrographes ou des officiers de marine pour guider les pilotes et sécuriser la navigation sur le fleuve Saint-Laurent. On trouve aussi des cartes préparées par des ingénieurs militaires pour faire connaître les lieux d'implantation et planifier la défense de la colonie dans un contexte de guerre franco-autochtone ou de guerre franco-britannique. Elles aident à anticiper les attaques ennemies ou à planifier des manœuvres militaires. Des cartes sont confectionnées par des commerçants qui cherchent à se faire connaître des autorités en exposant leur connaissance des territoires autochtones et peut-être ainsi obtenir des monopoles de traite. Plusieurs cartes sont dessinées par des missionnaires qui souhaitent montrer, souvent les plus intéressantes, qui souhaitent montrer leur connaissance du territoire à des autorités royales ou religieuses, parfois dans un contexte de rivalité entre congrégations religieuses, parfois aussi pour planifier des actions apostoliques. Alors, toutes ces cartes montrent différents éléments constitutifs de la géographie du continent, des entités hydrographiques et topographiques, beaucoup de lacs, de rivières, qui sont aussi les principales voies de communication. Elles montrent les obstacles à ces déplacements et les voies de contournement telles que les portages. Elles montrent des points de repère importants, montagnes, caps, îles. Ces cartes localisent parfois les ressources du continent, castors, poissons, bois de construction, minerais, etc. Enfin, elles montrent aussi les lieux ou des zones occupées par des colons français ou par des populations autochtones, des forts, des missions, des villages, des routes. De façon générale, elles visent à faire connaître des lieux éloignés et convoités par des lecteurs européens, mécènes, ministres, rois ou autres personnes plus ou moins influentes. Elles peuvent orienter des décisions en matière de développement colonial et commercial, et sur le plan symbolique, elles assoient l'autorité des puissances coloniales sur des espaces géographiques donnés face à des rivaux européens qui convoitent les mêmes espaces ou les mêmes ressources sans tenir compte des populations locales. Ces sources cartographiques s'accompagnent de certaines limites quant à leur utilisation comme sources historiques. Rappelons qu'elles ne sont pas confectionnées par les populations locales, mais par des colons qui connaissent plus ou moins bien les peuples autochtones, leur territoire, leur langue. Les cartographes français maîtrisent mal souvent les nombreuses langues autochtones. Dans un mémoire destiné à la cour de Versailles, le cartographe Franklin proposait même d'abolir les noms autochtones qui ne font que de la confusion, dit-il, parce qu'ils changent très souvent et que chaque nation nomme les lieux et les rivières en sa langue, ce qui fait qu'une même chose a toujours divers noms. Je pense qu'il était sur le bord du burn-out, Franklin. Il propose même de remplacer ces noms autochtones par des noms français. Ce travail, écrit-il, non seulement rendrait les cartes plus intelligibles, mais confirmerait encore la possession des pays qui y seraient contenus. La possession française, il va sans dire.
Il faut donc composer avec cette limite importante qui est celle du souhait des cartographes de traduire les termes autochtones non seulement pour mieux les comprendre, mais aussi pour confirmer l'appropriation de ce territoire par les Européens. Par ailleurs, la carte statique traduit mal des phénomènes dynamiques tels que l'émigration des populations autochtones ou le défrichement progressif des terres. Dans un contexte de rivalité, voire de guerre franco-autochtone, on peut présumer qu'il est plus difficile de cartographier les environs de Montréal à la fin du XVIIe siècle. Un des gouverneurs de la Nouvelle-France, de Nonville, aurait aimé que l'ingénieur militaire Villeneuve cartographie avec précision les environs de Montréal, comme il l'avait fait pour les environs de Québec. Mais l'ingénieur n'y parvient pas vraiment. On peut imaginer que la chose était plus difficile dans un contexte de guerre. Alors, quoique imparfaites, les sources cartographiques et les toponymes qu'on y trouve donnent des indices sur la connaissance que les Français avaient des territoires autochtones. On trouve, par exemple, dans les archives, cette carte du pays de l'Iroquoisie, comme on l'a appelé sur cette carte, produite en 1687, alors que les Français sont en guerre ouverte avec les Sénécas. À ma connaissance, rien d'aussi précis n'avait été dessiné de ce territoire par les Français jusqu'alors. On y voit quelques cours d'eau, des lacs, une partie du relief, le chemin principal qui mène d'un village à un autre et la plupart des bourgades. À Versailles, en France, la planification des manœuvres militaires se fait à partir de cette carte dessinée par Franklin à partir d'informations qui lui sont fournies par un coureur de bois qui connaissait relativement bien les lieux. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, des cartes qu'on retrouve dans les archives coloniales. Et ce que je souhaitais faire avec le temps qui nous reste avant le dîner, c'était de vous montrer une base de données que j'ai construite depuis quelques années d'ailleurs déjà. En fait, je m'y intéressais au départ, je l'ai construite de façon très organique en dépouillant des cartes géographiques. Ce que je souhaitais faire, c'est de voir un peu la genèse des cartes et qui copie quel cartographe pour dessiner leur représentation. Et donc, c'était un outil tout à fait personnel et qui a pris de l'ampleur et de l'ampleur à force de passer des soirées, des fins de semaine à l'alimenter. Je me suis dit que cette base de données pourrait être éventuellement intéressante pour d'autres chercheurs parce qu'on y dépouille tout plein de noms, en français, certes. Mon territoire, c'est, entre guillemets, la Nouvelle-France, mon continent nord-américain, où on a une présence française, mais il y a tout plein de toponymes autochtones, évidemment, qui sont recensés sur ces cartes. Et donc, j'essaie d'organiser ça sous une autre forme que cartographique, une forme tabulaire. C'est parfois tout un défi, mais c'est quand même assez stimulant. Donc, je couvre vraiment 3 siècles, du 16e, 17e, 18e, même début du 19e siècle. Donc, j'ai pour l'instant une trentaine de cartes, même un peu plus, qui ont été dépouillées. Donc, ça donne une base de données quand même assez riche de plus de 6 000 toponymes et 16 000 occurrences. Voilà, éventuellement, dans les prochains mois, j'espère, je me croise les doigts, de pouvoir vraiment la rendre accessible à tous. Si vous voulez, je peux vous montrer à quoi cela ressemble. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous pour que vous me fassiez des suggestions, soit de cartes à dépouiller, soit de façon de présenter l'information. Chaque colonne, le principe de base, ici sur la droite, c'est un document. Ici, donc je disais 16e siècle, j'ai des documents de Champlain, évidemment, Samson, Bressani, le lac supérieur, Joliette, Franklin, beaucoup de documents de Franklin au 17e, 18e siècle. Et vous voyez comme ça, chaque colonne, un document, et chaque ligne, c'est un toponyme différent. J'ai une version qui est dite normalisée du toponyme et les variantes sont conservées dans la colonne qui est appropriée. Et donc, je dépouille comme ça
à la main, si on veut. Il faut être très méthodique, parce que là, il ne faut pas en oublier, idéalement, des toponymes. Donc, on suit la carte. J'ai comme un parcours cartographique, Terre-Neuve, le fleuve Saint-Laurent, l'Acadie, les Grands Lacs, puis même ensuite la Louisiane, le bassin du fleuve Mississippi. Et ça se complique quand il y a des affluents avec beaucoup de toponymes, comme la carte du Père-Laure pour le nord du fleuve Saint-Laurent. C'est extrêmement riche, plus de une centaine de toponymes autochtones. Donc, c'était difficile pour Franklin. C'est aussi un peu difficile pour moi ou les personnes qui travaillent avec moi sur ce projet. Mais voilà, donc l'idée aussi, c'est de mettre en relation ces toponymes avec des bases de données actuelles, comme les bases de données de la Commission de toponymie du Québec, la base de données de toponymes du Canada et Wikidata également. Et puis, je consigne des variantes, les appellations actuelles. Ça me permet de voir aussi la présence, la force de certains toponymes qui sont récurrents, etc. Donc, je pense que de façon générale... Ah oui, la langue, évidemment, ça me permet justement de cibler pour justement les toponymes autochtones. Et puis, les coordonnées, latitude, longitude, également, que j'essaie de consigner quand c'est possible. La province. Et puis, latitude, longitude, vous comprenez que des fois, pour des toponymes où on ne sait pas exactement à quel endroit ils se trouvent aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une donnée extrêmement précise, un point précis. Donc, parfois, on n'en a pas. Et à la place, on peut mettre en relation avec d'autres toponymes. Donc, cette rivière se déverse dans tel cours d'eau, dans tel lac. Donc, de cette façon-là, on lie les données entre elles et on peut plus facilement identifier un toponyme. Donc, voilà. En gros, c'est la présentation que je voulais faire. Je voulais échanger avec vous. Est-ce que si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour moi? Oui? Ah.